Après, bon, là, on peut parler du scandale FTX qui s'est passé, qui était un mouvement de panique incroyable, où l'action FTX, enfin le token FTX, il est passé de 22 $ à, je crois, 1 $ en... Le FTT, ouais. Ouais, le FTT, pardon, en quelques heures, quelques jours. 2 jours, ouais. Truc comme ça. Et que FTX, ils ont bloqué tous les clients de retirer leur argent parce qu'ils peuvent plus rembourser. Je trouve que c'est une catastrophe incroyable, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a encore des gens qui sont encore sur le marché de ce token FTT et qui partent pas. Je trouve ça incroyable. Moi, je comprends pas pourquoi le token n'est pas redescendu à complètement zéro, parce qu'on sait qu'ils ont déposé le bilan. Ils ont fait le chapter 11, c'est ça? Chapter 11. Ouais, 11 en français. Oui, chapter 11, pardon. Le chapter 11. Ouais. Enfin, pour moi, l'entreprise est complètement finie. Oui, mais comme dans toute faillite, que ce soit sur le monde de la crypto ou sur le monde régulé des marchés classiques, une faillite n'est jamais terminée tant que tout n'a pas été dissolu. C'est-à-dire que, en gros, tu peux très bien... Il y a eu le cas sur Hertz, par exemple, pour les questions de voiture. Ils ont fait faillite et ils ont trouvé une solution pour s'en sortir. Donc, le titre valait rien. Et c'est 20 reparti. centimes. Puis tout d'un coup, les gens, ils ont revenu dedans et puis ils ont trouvé une solution. Et le truc, il a remonté de 25 centimes, je sais plus à combien, mais c'est en termes de pourcentage, c'était monstrueux. C'était il y a longtemps, ça? Il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Okay, mais c'est de la spéculation pure. C'est comme l'histoire des BEM Stock l'année passée où tu as des boîtes qui valent rien, qui prenaient 300% par jour. Parce que tout le monde se mettait ensemble, ça c'est de la manipulation boursière. Mais ce qui s'est passé sur FTX... Est-ce que tu peux raconter toute l'histoire depuis le début? Alors je vais essayer de d'où est parti ce... Ok, alors FTX est un exchange de crypto, donc c'est une bourse, au même titre que Coinbase, au même titre que Binance, au même titre que Kraken par exemple. Qui font concurrent de Binance. Voilà, exactement. Et d'abord c'était un concurrent de Binance et ils travaillaient en collaboration. Donc chacun a un token qui représente la valeur de la société, une action, on va dire c'est comme ça. Et Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, appelé plus communément #SBF, sur Twitter. était connu, sur Twitter, était connu comme étant l'enfant parfait de la crypto. D'ailleurs, dans toute la débâcle qu'on a eue ces derniers mois entre l'effondrement du Bitcoin, la disparition de Terra Luna, enfin tout ce qui s'est passé sur le côté crypto, c'était le seul qui avait l'air d'être immunisé. Et on se disait, c'est incroyable, le gars, il a compris. Bon, en fait, il a compris, c'est facile, il prenait le pognon des clients et puis il se barrait avec, donc c'est assez facile de faire du trading comme ça, il faut d'être un génie de l'investissement. Mais il a eu un truc assez brillant, c'est que le mec, il a arrosé beaucoup de parties aux États-Unis, il a arrosé les gens qu'il fallait arroser, je pense, quand même. Et puis, l'autre jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Binance, qui avait une grosse participation dans les tokens de FTX, a déclaré que par rapport à ce qui savait, ils n'étaient plus trop à l'aise pour rester dans le partenariat. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient vendre un gros paquet de FTX. Ouais, plus de 500 millions, je crois. Exactement. Donc, au moment où tu vends ça, quand il n'y a pas de liquidité, forcément, ça baisse. Mais comme en plus, le fonds de trading de FTX, qui s'appelle Alameda Research, était leveragé à mort. Donc, à la place d'avoir un token FTX pour un token FTX, il avait emprunté de l'argent pour avoir des tokens FTX qu'il ne possédait même pas. Et quand ça part en vrille, tu te fais leverager, tu te fais coller, tu te fais démonter. Et donc ça va très vite et le marché s'effondre. Après, quand ils ont finalement déposé le bilan après 3 jours ou 4 jours, et qu'ils ont pris le nouveau CEO, qui est un avocat spécialisé dans les faillites, qui a redressé Enron à l'époque, il y a 20 ans en arrière. Et ce gars-là arrive et dit... C'est John G. Ray Exactement, 3, ouais. Exactement. Et lui, il dit, j'ai jamais vu, excusez-moi du langage, mais en gros, un merdier pareil dans une société. Jamais. Pas de documents, pas de preuves comptables, rien, quoi. Le Muppet Show. Et puis après, on découvre effectivement que FTX, ils ont plus ou moins tapé dans les comptes des clients, qui se sont achetés tous des maisons sur le front de mer aux Bahamas, là-bas, qu'ils vivaient tous ensemble dans les baraques, ils couchaient tous ensemble. Enfin, il y a des sextapes. Non, mais le truc, c'est, tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte, nous les vieux, parce que moi, je suis pas tellement crypto à la base, mais tu te rends compte qu'en fait, on pensait que les gars, ils avaient une idée de génie, mais en fait, la dérégulation qu'on nous vend dans les cryptos, c'est juste... Il n'y a pas de règles, c'est le Far West. Et en gros, ils se sont retrouvés dans le Far West, et tous les gens qui avaient leur argent chez FTX, ils se sont retrouvés avec les comptes bloqués, pour ceux qui ont encore de l'argent dans les comptes, mais en gros, comme ils avaient tous des positions FTX, ça vaut 0, ou pas grand-chose. Donc c'est un... Parce qu'on a appris que l'ancien CEO là, de FTX, il a détourné... Enfin, pas détourné, il s'est payé 1 milliard, je crois, et 2 milliards, où il a prêté 2 milliards à une
entreprise qui lui appartient à 100%. Alameda Research. Mais ça, on va lui retomber dessus et... logiquement, moi je comprends. Logiquement, Alors le truc c'est que le gars il est aux Bahamas, donc juridiquement il est pas aux States. Pour l'instant, je sais pas comment, mais c'est hallucinant que ce mec-là soit toujours en liberté. Parce que c'est du Madoff. En termes de montant, ça se rapproche à du Madoff. C'est pas du Lehman Brothers, parce que c'était beaucoup plus gros Lehman Brothers. Puis il y avait beaucoup plus de ramifications dans le système bancaire. Mais là, c'est du Madoff. Et on n'arrive pas à comprendre. Enfin, moi, je ne comprends pas comment ce mec il n'est pas en tôle pour l'instant. Parce que, en même temps, il peut pas aller bien loin de toute manière, parce que je pense que tout le monde l'attend un peu partout dans le monde. Et puis, c'est pas fait que des copains, là, parce qu'il a quand même tapé dans la caisse pour beaucoup d'argent. Et à ses fins personnelles, indirectement. Après, moi, je trouve que c'est aussi un gros coup de génie de la part du CEO de Binance, qui en fait fait complètement craquer son concurrent juste en annonçant qu'il allait vendre une grosse partie de ses FTT, et il a fait complètement sauter son principal concurrent. Effectivement, en fait. C'est incroyable, je trouve. C'est un coup de génie ou pas parce qu'il y a même un tweet du CEO de FTX qui dit à la fin he won, ou je sais plus comment il a tourné sa phrase. Il a gagné. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient vraiment à égalité dans la concurrence. Ils avaient un espèce de gentleman agreement pour travailler ensemble, pour ce que j'ai compris. Et en fait, moi, on m'a appelé un matin avant que ça claque. On m'a dit, il paraît il faudra surveiller FTX parce qu'il paraît que le CEO de Binance, il veut retirer ses billes. Et après, c'est parti de là. Et donc, oui, je pense qu'à un moment donné, il y avait une partie de vouloir exterminer l'autre, mais en même temps, au niveau de la crédibilité du système, c'est pas non plus... si le mec, il a fait ça volontairement, c'est smart, mais c'est un peu con, dans le sens où il a quand même mis le discrédit sur tout le système. Parce qu'aujourd'hui, ça a créé en cascade, parce qu'il y a Genesis qui est en train de partir en vrille, il y a BlockFi qui est en train de partir en vrille. Enfin, tous ceux qui étaient liés avec ça, ils sont en train tous de partir derrière. Mais en plus, déjà que la crypto était dans une phase de se générer une crédibilité, là, ceux qui y croyaient pas, autant dire, ça rigole. Ça rigole dans tous les coins. Moi, par contre, je reste néanmoins complètement scotché de voir que certaines personnes qui sont des aficionados de la crypto, aujourd'hui, quand tu leur parles de ça avec un sourire en coin, les mecs, ils sont sereins. Ouais, mais t'inquiète pas, tu verras, on va s'en sortir. Incroyable. Ça, à l'époque des actions, les gars, ils se tiraient une balle, quoi. Mais c'est vrai que on l'a vu assez rapidement, l'espace de 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, c'était les gars qui faisaient de la crypto, ils roulaient en Aston Martin, et puis c'était les stars de la finance. Puis on venait nous dire à nous, vous êtes cons, vous n'avez rien compris. J'ai eu une discussion avec un gars qui m'avait proposé une méthode d'investissement dans les cryptos pour mes clients classiques, en disant ouais, j'ai un système, c'est génial, tu gagnes de l'argent à tous les coups. Moi, quand tu me dis je gagne de l'argent à tous les coups, généralement c'est ça, bien sûr. Et le gars m'explique son truc et je lui dis mais ça peut pas marcher. Au bout d'un moment, ça s'arrête, ton espèce de Ponzi scheme là, c'est pas possible. Et le gars me dit ah non mais tu vois, ça marche et tout. Je dis mais tu proposes quoi comme rendement? 250% par mois. 250% par mois. Et puis tu dis, moi je vais présenter ça à mes clients, mais t'es malade. Je veux dire, je peux pas, sans rire, je peux pas dire ça à mes clients. Alors, il y a un débile qui va te suivre, et donc le gars, il a, tu verras, puis il était très arrogant en fait à la fin. Sauf qu'avant la déconfiture de Terra Luna, avant la déconfiture de FTX, il y a eu la baisse du Bitcoin, et lui sur le Bitcoin, il a investi l'argent de ses potes, et puis quand les gars ils sont venus rechercher l'argent, pu. Forcément, quand tu as peu d'argent, tu vas en leverage, donc tu empruntes pour pouvoir jouer plus gros. Alors ça marche bien quand ça monte. Quand ça arrête de monter, quand ça descend tout aussi vite, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, il s'est fait rappeler sur tout. Et puis il n'avait pas expliqué les risques qu'il prenait à ses clients derrière. Et puis le gars, maintenant, il est... je sais pas trop où il est, mais je pense qu'il doit se cacher quand même, quoi. Il prend bonne posture. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui ont abusé du système et qui vont en abuser encore. Mais ça existe aussi dans la finance classique. Sauf qu'on a tellement de règles aujourd'hui que c'est quand même beaucoup plus difficile de contourner les choses. FTX, ça a montré les limites, mais ce qui est surtout inquiétant, c'est que tu te rends compte que ce mec-là, il a réussi à mettre dans sa poche, pendant toutes ces années, du high level. Je veux dire, il a quand même réussi à avoir des contacts avec le gratin du gratin de la finance, pour pas dire bien plus haut, puisqu'il a des images où il est interview avec Clinton et Obama. Je veux dire, donc le gars, il est quand même pas... Il peut avec n'importe qui, ouais. Voilà. Et le mec, il arrive en short et en t-shirt. Donc c'est quand même... Là, c'est respect par rapport à ça.
Mais ce côté ultra dérégulation et là où ça nous a mené, franchement, ça arrive régulièrement. Pour moi, ça me nourrit. Hein. Dans le boulot que je fais aujourd'hui, quand tu as des affaires comme ça, c'est génial. Il y a plein de trucs qui se passent, ça donne des choses à raconter. Mais on est vraiment dans un truc où on a été trop loin et là, on est en train de toucher aux limites du système. Et ça va entraîner des régulations par les gouvernements et les choses vont plus être aussi libres. Après, je pense que les crypto-monnaies ont de l'avenir, pas toutes, mais ça fait du sens. La blockchain fait du sens, la crypto en elle-même fait du sens. Mais la seule chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que toutes les crises qu'on a eues sur ces 50 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, les banques centrales sont venues et sont intervenues. Mais elles sont intervenues parce qu'elles peuvent intervenir. Parce qu'elles peuvent bouger les taux, parce qu'elles peuvent imprimer de la monnaie. Elles n'ont absolument aucun... Le jour où le Bitcoin remplace le dollar et puis qu'il s'effondre, on peut rien faire, les gars. Démerdez-vous. Je ne peux pas monter les taux, je ne peux pas baisser les taux, je ne peux pas imprimer de Bitcoin. Voilà, bonne chance. Par contre, j'ai du dollar, si vous voulez, pas de problème. C'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'on est à un moment charnière, et je n'ai pas la réponse, mais on est à un moment charnière de l'économie, du capitalisme dérivé par les crypto-monnaies, où on sent qu'il doit y avoir une espèce de nouvelle alternative au classicisme, au capitalisme classique, mais en même temps, le risque, il est super élevé de se prendre une claque comme ça. Et on ne sait pas comment ça continuera plus tard. Donc aujourd'hui, bien malin celui qui pourra te dire comment on va intégrer tout ça et comment ça va se faire. Ça va se faire. Parce que surtout, c'est que ça va entraîner beaucoup d'autres cryptos dans ce sinus virtueux, qui plonge vers le bas, parce que je crois que FTX, ils étaient investis dans 140 autres entreprises. Mais là, tout... c'est une holding qui avait plein d'entreprises filles, elles vont toutes... c'est la contagion. C'est comme on a eu sur... comment il s'appelle à l'époque sur Lehman Brothers. Quand Lehman Brothers a tiré la prise, c'était pas juste une énorme banque qui faisait faillite. C'était... D'abord, c'était plus de 100 ans d'histoire derrière. C'est pas que les mecs qui venaient de débarquer. Et puis, c'était pas une start-up. Et puis, derrière, ils avaient plein de sociétés filles. Puis, pas que ça. Ils avaient des garanties. Je veux dire, t'as plein de gens, quand ça s'est passé, ils ont dit « Ouh, moi, je suis content d'être au Crédit Suisse. Hein. » Ou je suis content d'être à l'UBS. Puis après, tu te rends compte que dans ton portefeuille, tu as des produits structurés qui sont backés par rapport à la dette de Lehman Brothers. Donc, ce qui veut dire que le jour où Lehman Brothers ça part en faillite, ce qui n'arrivera jamais, ton produit structuré, il saute et tu perds tout. Mais ça, on ne leur a pas expliqué aux clients. C'est après qu'ils ont compris. Parce que c'est tout des ramifications. Parce qu'une banque qui émet un produit structuré, elle se garantit, pas sur elle parce qu'elle n'a pas le droit, elle va se garantir sur une autre banque. Pas de bol, ils ont pris Lehman Brothers. Mais Lehman Brothers, à l'époque... tu leur aurais donné le bon Dieu sans confession, hein, c'est pas la question. Sauf qu'à un moment donné, tirer la prise et il y a des conséquences. Ce marché est interconnecté, donc il y a des conséquences derrière et il y a des résultats comme ça. Et là, forcément, c'est normal dans un microcosme qui a 10 ans, 12 ans d'expérience au niveau de la crypto, c'est normal que ce soit le Far West, c'est tout. Si tu prends à l'échelle de la finance classique et des bourses, des marchés classiques, quand on a commencé vraiment à traiter dans les années 15, 20, milieu des années avant le début de la Première Guerre mondiale, c'était le Muppet Show comme ils traitaient encore. Mais ça a rapidement évolué pour arriver à un marché à peu près régulier après la guerre 39-45. Donc ça a mis quand même 30, 35 ans, 40 ans pour arriver à un marché à peu près stable et on a explosé vraiment après les années 90. Il a fallu 80 ans. Donc la crypto, je pense que ça ira plus vite, mais les gars, ils ont 10 ans, hein. C'est tout, quoi. Parce que toi, tu es confiant sur tous ces projets blockchain, certains projets blockchain. Tu pourrais investir sur du moyen-long terme là-dedans ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, un investissement global pour quelqu'un qui a de l'argent et qui peut se permettre d'avoir une partie risquée, oui, ça fait du sens d'être investi dans ce type de projet, mais plus dans le tissu, donc dans la blockchain, plutôt que dans la société, plutôt que dans une Coinbase. Ça, on s'en fout, parce que c'est centralisé et il n'y a plus le principe de décentralisation de la blockchain. Alors voilà, et quand tu vas, surtout, à un moment donné, si tu prends une Coinbase ou un Binance, le jour où ça se régule, les coûts vont baisser, la régulation va se mettre en place, et puis ça va devenir centralisé. Donc du coup, les commissions qu'aujourd'hui ils te chargent comme des malades en disant oui, on a les meilleurs, ça va disparaître. Il va y avoir moins de commissions, ils vont gagner moins de fric. Donc en fait, investir sur les exchanges n'aura plus vraiment de sens à terme. Par contre, investir sur ce qui permet en gros de connecter tout aujourd'hui, les projets sont infinis. Après, ça prendra du temps. Le gars qui me disait, j'ai discuté l'autre jour avec un gars qui m'expliquait sur le côté,
comment est-ce qu'on peut, en gros, tokeniser le registre foncier pour qu'à terme, tu puisses acheter et vendre des maisons comme ça, via la blockchain. Ouais. En vrai, c'est ça le but, hein, au final. C'est un des buts. Mais quand j'avais discuté avec une nana qui a une boîte là-dedans, quand tu l'écoutes expliquer, tu vois que c'est quand même pas demain, quoi. Mais fondamentalement, tu peux imaginer plein de choses. Il faut juste tokeniser les choses. Mais juste tokeniser les choses, ça prend du temps. Moi, j'ai tokenisé récemment une boîte de cannabis qui est basée à Genève. Et donc, les gars, ils sont en train de lever des capitaux via des tokens. Et donc, c'est des tokens que tu achètes, c'est comme une action. Et puis, si la boîte se développe, tu vas devenir actionnaire de cette boîte. Mais simplement... Tout via des tokens. Voilà. Pour lever des capitaux, tu tokenises ta boîte, ça coûte pas très cher encore aujourd'hui, il y a très peu de régulation. Tu tokenises ta boîte et tu deviens actionnaire. Par contre, faire une levée de fonds en émettant des actions, c'est pas le même délire. Mais par contre, voilà, c'est des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Et si tu pars dans la thématique de la gestion financière, eh bien, forcément, un jour, on va arriver avec la blockchain à finalement avoir du trading. Voilà, tiens, je t'achète des actions. Boum, il n'y a plus de bourse. Tout sera tokenisé, tout sera blockchainisé, je ne sais pas comment dire. Mais du coup, c'est ouf parce que là, ce que tu viens de dire, c'est que pour une boîte, passer via les tokens et la blockchain, c'est beaucoup plus intéressant. À terme, ouais. Si tout est échangeable, fongible par la blockchain, qu'est-ce que tu veux te faire te prendre la tête avec une bourse qui prend des frais, qui s'immisce dans tes transactions non. Aujourd'hui, tu auras des plateformes ouvertes où tout le monde pourra dire je vais acheter des actions. Il y aura un marché naturel qui va se créer. Tu imagines? J'imagine, mais si tu veux, de nouveau, par rapport à ce que j'ai vécu, j'expliquais au début, quand j'ai vu ce que j'ai vécu en 30 ans et je vois à la vitesse à laquelle ça évolue, franchement, je pense que je verrai des trucs que peut-être je suis en train de parler ce soir. Mais franchement, voilà, je pense que c'est énorme. Ok. Énorme. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est c'était un vrai plaisir. C'était hyper intéressant. Si vous voulez regarder toutes les vidéos, c'est sur Swissquote en français, Morning Bull, chaque matin. Ouais. Et puis, il y a aussi investir.ch. Investir.ch, où il n'y a pas que moi qui écris. Donc, il y a aussi pas mal d'articles un peu plus fondamentaux qui sont écrits par nos clients. Et puis, voilà, en gros, c'est ça. Et super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao. Bonne soirée.